Donc, je vous rappelle ce que j'ai fait la dernière fois. J'ai discuté des cellules qui rampaient sur une surface, donc qui avançaient au contact d'une surface solide. Je l'ai fait de deux façons. J'ai commencé par discuter les rôles respectifs de la contractilité, qui est la contractilité du squelette d'actine, du cytosquelette d'actine qui est induite par les moteurs moléculaires. Et puis après, j'ai commencé à discuter la forme des cellules qui avancent sur un substrat. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est deux choses. Continuer à discuter la forme des cellules qui avancent sur un substrat. Et puis après, je vais discuter la consommation d'énergie au cours du mouvement. Avant ça, il y a une question qui m'a été posée la dernière fois alors par Martine Benhamar, qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, sur l'origine de ce modèle de champ de phase que j'ai commencé à discuter la dernière fois. Alors, c'est des modèles qui ont été inventés pour discuter la croissance cristalline. Et l'article le plus ancien que j'ai trouvé, il date de Collins et Levin. FISREF B. 81, non, 31, 6119. Donc c'est dans un domaine de la physique qui est assez différent, qui est ce domaine de la croissance cristalline que les gens ont inventé cette méthode-là. Il y a un deuxième article qui est paru l'année d'après, qui a été écrit par Jim Langer, qui est vraiment un des très grands pontes de la croissance cristalline aux États-Unis. Il s'avère que Herbert Levin, qui était un des deux auteurs de ce premier article, est l'auteur principal de l'article que j'ai commencé à discuter la dernière fois sur la croissance cristalline. Donc c'est quelqu'un qui est passé de la croissance cristalline à la motilité cellulaire. Je vous rappelle ce que j'ai dit là-dessus la dernière fois. Le champ de phase, c'est juste un champ fictif qui prend une valeur 1 à l'intérieur de la cellule et une valeur 0 à l'extérieur de la cellule. Donc l'intérieur de la cellule, c'est toute la région où le champ de phase est égal à 1. Et puis, parce que ça facilite les calculs numériques, au lieu de prendre une transition très très violente, on prend une transition avec une largeur qui est petite, que j'avais appelée epsilon, entre la région où phi égale 1 et la région où phi est égal à 0. Je vous avais aussi montré qu'on peut attacher à ce champ de phase une énergie libre, fictive aussi, puisqu'elle n'a pas vraiment de rôle physique, et qu'à partir de cette énergie libre, on peut calculer des forces qui interagissent sur la surface. Je vous avais calculé le rôle de la tension de surface explicitement, et je vous avais dit qu'on pouvait faire ça aussi en modifiant un peu l'énergie libre, ce que je n'ai pas fait, pour les énergies de courbure de l'interface. La suite de l'histoire, c'est que ce que font les gens qui étudient ces méthodes de champ de phase sur les cellules, ils considèrent que toutes les forces agissent sur la surface de la cellule. Ce que ça veut dire, c'est que les forces qui agissent sur la surface de la cellule vont déformer la cellule. Et ce qui va m'intéresser, c'est de calculer une forme stationnaire de cette cellule déformée quand elle avance et de calculer sa vitesse. Alors, je vais reprendre cet article de Chao et al. Voulant dire, entre autres, Herbert Levin à nouveau, et vous dire les autres forces qu'ils introduisent. Donc une autre force qu'ils introduisent, c'est une force pour maintenir l'aire de la cellule constante. Ils disent que quand on regarde des cellules qui avancent à 2 dimensions, l'aire en gros est constante pendant tout le mouvement, et donc on va forcer l'aire constante. Alors pour ça, ils introduisent une force en chaque point de l'interface, F indice A, qui est le long de la normale. Il faut que je mette le bon signe. Moins A, moins... Donc elle est le long de la normale, elle dépend de l'aire de la cellule, et elle dépend de l'aire que la cellule voudrait avoir.
Ça, c'est une espèce de compressibilité, et ils prennent ce coefficient très grand. Si ce coefficient est très grand, quand j'équilibrerai les forces que je ferai tout à l'heure, pour qu'elles puissent être équilibrées par d'autres forces, il faut que A soit à peu près égal à 0. On peut le voir soit comme une compressibilité de la cellule, soit comme un multiplicateur de Lagrange, une espèce de pression qui maintient l'aire de la cellule constante au cours du mouvement. Donc ça, c'est une des forces qu'ils introduisent. Puis après, ils introduisent deux autres forces qui sont associées à l'actine. Alors, il y en a une qu'ils appellent une force de protrusion. Et une autre qu'ils appellent une force de contractilité. Ce qu'ils disent, alors je vais le répéter un peu comme ils le disent, c'est que l'actine est sous deux formes dans une cellule comme ça qui avance, qu'il y a une forme qui est plutôt une forme gel, où l'actine polymérise à l'avant et va dépolymériser à l'arrière de la cellule. Et ça, c'est ce qu'ils appellent la force de protrusion. J'ai déjà dit que pour moi, ce n'était pas une force, que les filaments d'actine, quand ils polymérisent, ils peuvent transmettre une force, mais il faut bien qu'il y ait une force des deux côtés du filament d'actine. Donc ils ne créent pas eux-mêmes de force. Et alors cette force de protrusion, ils disent qu'il y a une densité d'actine qui sert à la protrusion, ou une densité de gel d'actine. Alors il faut que je regarde, ils l'appellent alpha. Donc un coefficient qui mesure l'intensité de la force de protrusion. Il y a une densité d'actine ρP dans la cellule qui peut faire des protrusions. Donc ça, c'est la densité à deux dimensions de gel d'actine. Et puis le vecteur normal. Puis ils disent qu'il y a une autre forme d'actine qui, elle, vient de la contractilité. Alors la contractilité, elle ne vient pas que de l'actine, elle vient des moteurs moléculaires qui interagissent avec l'actine. De façon un peu étonnante, ils disent, en fait, ce qui fait la contractilité, c'est des fibres d'actine. Alors ça existe, les fibres d'actine dans les cellules, et c'est des fibres qui peuvent être contractiles. Vous allez voir qu'on ne voit pas tellement que ce sont des fibres de la façon dont ils le mettent dans le calcul. Donc c'est une force, celle-là, elle crée la protrusion, donc elle fait avancer la cellule. La contractilité, elle va dans le sens opposé. Donc c'est FC égale moins bêta rho C fois M. Donc ça, c'est un peu l'ingrédient initial qu'ils mettent à partir de ce qu'ils savent sur les cellules. Puis après, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'il faut que j'exprime tout en fonction de phi. Alors, n, c'est facile à exprimer en fonction de phi, c'est ce que je vous ai montré l'année dernière, c'est gradient phi divisé par le module de gradient phi. Donc c'est un vecteur unitaire perpendiculaire au bord de la cellule. Donc ça, je sais le faire. A, c'est très simple. Pour calculer A, je sais que phi, c'est 1 à l'intérieur et 0 à l'extérieur. Donc j'intègre phi sur une surface très grande, plus grande que la cellule. L'extérieur ne compte pas, il n'y a que l'intérieur qui compte. Donc A, c'est l'intégrale de phi. Et cette force-là est exprimée en fonction de phi. A0, c'est l'air que la cellule va avoir. Et puis ça, c'est un coefficient qui vont prendre très grand. À la limite, il faudrait le prendre infini, mais qui vont garder fini pour pouvoir faire le calcul. Celle-là, c'est encore plus simple. Il n'y a que n que je vais devoir exprimer qui dépend de la forme de la cellule. Donc c'est gradient phi divisé par phi. Et puis celle-là aussi, il n'y a que n. Ça veut dire quand même qu'on décrit les propriétés de la cellule par trois champs. ρP, ρC et phi. Alors je vais discuter ρP et ρC. Ce qu'ils font pour ρP et ρC, c'est qu'ils écrivent une équation de réaction-diffusion, un peu du genre que ce que peut écrire Turing. Je ne vais pas vous l'écrire explicitement, mais je vais vous montrer la structure de cette équation parce qu'il y a phi qui intervient dans cette équation. Alors, je vais l'écrire pour ρP. Alors, si on voulait vraiment écrire une équation de réaction-diffusion pour ρP, il faudrait écrire la dérivée temporelle de ρP. En fait, ce qu'ils mettent, c'est phi fois ρP. Égal. Après, il y a des termes de réaction. Ça, c'est des termes, c'est une fonction non linéaire qui fait intervenir ρP et ρC. Ce que ça vous dit, c'est comment on génère ρP, comment ρP disparaît ou comment ρP se transforme en ρC respectivement. Donc, il y a une fonction
de ρP et ρC, qui choisissent en donnant des arguments pour que ça soit raisonnable. Ce qui est important, c'est qu'ils mettent un phi ici. Et puis, il y a un terme de diffusion. Donc, un terme de diffusion, c'est un coefficient de diffusion fois le Laplacien de ρP. Et ce qu'ils écrivent, c'est plus dp de phi gradient ρP. Déjà, si on est soit à l'extérieur de la cellule, soit à l'intérieur de la cellule, c'est l'équation que vous auriez écrite spontanément, parce qu'à l'extérieur de la cellule, il n'y a pas les molécules ne sortent pas de la cellule, donc ρP est confiné à l'intérieur de la cellule, et si je suis à l'extérieur, phi c'est 0. Ce terme-là devient 0, ce terme-là devient 0. Donc à l'extérieur de la cellule, je n'ai pas d'équation. Et puis, si je suis à l'intérieur de la cellule, phi c'est 1, ça c'est 1, ça c'est aussi 1. Alors vous allez me dire à quoi ça sert tout ça. Ce que ça fait, ça, c'est que ça permet d'assurer la bonne condition aux limites. Ce que j'entends par là, c'est que l'actine ρP, elle doit rester à l'intérieur de la cellule, elle ne peut pas rentrer, elle ne peut pas sortir. Donc si je me place dans le référentiel de la cellule, le flux d'actine à travers la surface est égal à 0. Alors ce n'est pas évident à montrer, mais d'ailleurs il l'avait déjà fait dans un autre contexte. Ce qui montre, c'est que si on met phi ici, ici et ici, un point du bord de la cellule le flux vers l'extérieur de la cellule est exactement égal à 0, où les molécules au bord sont transportées à une vitesse qui est exactement la vitesse du bord. Donc à cause du phi qui est ici, ce que ça nous assure, ça, c'est qu'il n'y a pas de flux ni entrant ni sortant dans la cellule. Ou si vous voulez d'une autre façon, si on le prend d'un point de vue un peu plus mathématique, ça c'est une équation aux dérivées partielles, en temps et en espace, pour la variable ρP. Je n'ai pas besoin d'écrire de conditions aux limites sur cette équation-là à l'interface. Je peux la considérer sur tout le plan. La condition aux limites, elle est assurée automatiquement parce que j'ai mis un phi ici. Et c'est ça tout l'intérêt de cette méthode de change-phase, c'est qu'on n'écrit aucune condition aux limites sur l'interface de la cellule. Alors j'y reviendrai tout à l'heure, mais retenez ça. Et c'est ça qui est super astucieux. Ils écrivent le même genre d'équation pour l'actine qui est sous forme contractile. Puis après, il faut écrire une équation pour phi. J'ai 3 champs, donc il faut que j'écrive 3 équations. Je vais refaire mon petit dessin de cellule, qui a cette forme de canoë ou de haricot, suivant votre culture. Maintenant, ce qu'ils vont définir, c'est une vitesse, mais ils ne définissent pas du tout un champ de vitesse partout dans la cellule. Ils définissent un champ de vitesse sur la surface, et ce champ de vitesse, la seule chose qu'il fait, c'est advecter phi. Donc, la variable de champ de phase, elle est transportée par le champ de vitesse. Donc, il y a une vitesse ici, v. Ça transporte phi, ça veut dire que dv sur dt, dφ sur dt, plus v scalaire gradient phi est égal à 0. Ça, c'est la dérivée convective de phi. Si j'écris que la dérivée convective de phi est égale à 0, ça me transporte phi. Alors vous allez voir,
tout de suite que je peux me débarrasser de V, et j'arriverai à avoir 3 équations indépendantes pour ρP, ρC et φ. Alors comment est-ce que je fais? Je vais écrire l'équilibre des forces sur un petit morceau ici. Donc un équilibre local des forces sur le bord de la cellule, et ce n'est pas vraiment le bord, hein, c'est le bord de la surface projetée. Je vais faire ça comme j'ai fait jusque-là. L'équilibre des forces, il n'y a pas d'inertie, donc c'est la somme de toutes les forces est égale à 0. Alors je vais écrire que F1 plus Fp plus Fc, ça c'est les 3 forces qui sont ici. Après j'ai la force de tension de surface dont je vous ai parlé la dernière fois, donc plus F gamma. Ils mettent une force de courbure sur la surface aussi, qui pénalise les configurations couplées de la surface. Donc plus F courbure. Et puis ils mettent une force de friction. Alors la force de friction, même chose que les autres forces, elle n'existe que sur la surface. Et ils disent qu'elle doit s'opposer à la vitesse, donc la force de friction. Moins que 6 fois V. C'est un peu différent de ce que j'ai fait avant, parce que ça, ce n'est pas une force de friction par unité de surface du substrat, c'est une force de friction par unité de ligne ici. Alors je reviendrai tout à l'heure là-dessus et j'essaierai de vous montrer comment ça pourrait avoir un sens. Mais ils mettent ça. Après, ils écrivent que xi V est égal à la somme de toutes les eaux forces. Donc F1 plus Fp plus Fc plus F friction. Et toutes ces forces-là, elles ne dépendent que des 3 champs que j'ai définis. Elles dépendent du champ de phase, elles dépendent de la densité d'actine qui fait des protrusions, la densité de gel d'actine et la densité d'actine contractile. Vous allez me dire après, il faut se débarrasser de V. Comment je me débarrasse de V? J'utilise cette équation-là, je multiplie ça par gradient phi. Et V scalaire gradient phi, c'est moins dφ sur dt. Donc ça veut dire que xi dφ sur dt égale moins gradient phi, facteur de toutes ces forces-là. Je vais mettre somme sur I des Fi, où Fi sont toutes ces forces-là. Et ça me donne une 3e équation indépendante pour phi, alors que j'en ai déjà des A2, qui sont mes équations de réaction-diffusion pour ρP et ρC. Une fois qu'on a fait ça, on résout le problème numériquement. Donc on résout ce système de 3 équations à 3 inconnus numériquement. Il n'y a pas de condition sur la surface, donc on le résout. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de prendre quelque chose qui est plus grand que la cellule. On part d'une forme, un cercle par exemple, vous allez voir que c'est souvent d'un cercle qui partent. On donne phi égale 1 à l'intérieur du cercle, on met phi égale 0 à l'extérieur du cercle. Après, on branche les forces actives qui sont la protrusion et puis la contractilité, et on regarde comment la forme évolue au cours du temps. Et ça, il n'y a pas d'autre solution que de le faire de façon numérique. Alors, je vais vous montrer ça. J'ai 2 autres façons de faire que je vais discuter, et puis après, je reviendrai sur un peu les hypothèses qui sont cachées là derrière, ce qui a un sens et ce qui, pour moi, a un sens qui est un peu plus compliqué à comprendre. Donc, si je regarde ça, la première image, c'est en fonction du temps. Donc au départ, la cellule est un cercle. Quand c'est rouge, phi est égal à 1. Quand c'est violet comme ça, phi est égal à 0. Et puis vous voyez qu'il y a une interface. Donc comment est-ce qu'ils ont fait pour l'interface? Ils ont considéré au départ qu'il n'y avait pas de force de protrusion, pas de contractilité. Donc il n'y a pas de force qui pousse la cellule à bouger. Et ils calculent l'interface comme il y aurait pour une séparation de phase classique. Donc ça, ils peuvent le calculer analytiquement s'ils veulent. Ils partent de cette forme-là, ils introduisent les forces actives qui sont alpha et bêta ici, et puis ils regardent comment évolue phi, ρC et ρP, et la seule chose qui les intéresse, c'est phi dans un premier temps. Donc on part de t égale 0 ici,
la cellule se déforme petit à petit, et elle prend une forme qui n'est pas très différente des formes que je dessine qualitativement ici. Après, ils sont un peu plus ambitieux que ça. Ils disent, mais en fait, on a défini des molécules qui sont associées à la protrusion, et on a défini des molécules qui sont associées à la contractilité. Si vous vous rappelez du mécanisme d'Abercrombie que je vous ai décrit la dernière fois, la protrusion, elle se fait à l'avant, la contractilité, elle se fait à l'arrière. Donc sur cette image-là, quand c'est bleu, ça veut dire qu'il y en a très peu, ça c'est les molécules de protrusion, donc il n'y a pas de molécules de protrusion à l'arrière, et c'est normal parce que les molécules de protrusion, elles font avancer, alors que les molécules d'actine de contractilité, elles mangent l'arrière. Donc il n'y a pas de molécules de protrusion ici, et puis vous voyez qu'à l'arrière ici, il y a des molécules associées à la contractilité, c'est rouge complètement à l'arrière, et il n'y en a pas du tout à l'avant. Donc c'est assez qualitatif à ce point-là, mais ça nous fait des formes d'une cellule qui avance, et ils arrivent à calculer la vitesse de la cellule, et qu'on pourrait comparer avec des résultats expérimentaux. Alors ce qui compare avec des résultats expérimentaux, c'est les résultats expérimentaux que je vous ai montrés la dernière fois, l'article de Nature de Keren et Mogilner. Je vous rappelle que ce qu'ils faisaient dans cet article-là, c'est qu'ils mesuraient le rapport d'aspect de la cellule. En gros, ils définissaient une largeur dans cette direction-là, une longueur dans cette direction-là, et le rapport d'aspect, c'est la longueur sur la largeur, et ils faisaient ça avec une analyse en mode normaux. Et puis, ils tracent ici la vitesse qu'ils calculent en fonction du rapport d'aspect. Ici, les forces actives sont très petites, la cellule va très lentement. Si la cellule va très lentement, elle est très peu déformée, c'est presque un cercle. Et puis la cellule va de plus en plus vite sur ces choses-là, et vous avez les 3 points qu'ils ont calculés ici, qu'ils ont interpolés sur cette courbe-là. Alors ce que je ne vous ai pas montré la dernière fois, parce que je ne voulais pas le montrer 2 fois, c'est que Mogilner et Keren, ils ont aussi calculé la vitesse dans leur modèle à eux, et voilà la vitesse calculée par Mogilner et Keren. Et vous voyez que le travail expérimental a été sérieux, parce qu'il y a un nombre de points absolument incroyable sur cette courbe-là. Et Levin est assez content de cette forme-là. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a un peu des points partout, et ce n'est pas très clair pour moi. Enfin, peut-être en faisant une analyse statistique super poussée, on arrivera à montrer que cette forme-là est meilleure que celle-là, mais ce n'est même pas clair pour moi non plus. Alors, il y a au moins ces 2 paramètres-là. Il y a une tension de surface aussi, qui est la tension de surface que j'ai mis la dernière fois, et il y a les coefficients de diffusion. Je ne suis pas très sûr que ça dépende beaucoup des coefficients de diffusion. Puis ils ont mis une énergie de courbure. Alors je ne suis pas capable de vérifier parce que c'est celle-là. J'ai mis C, mais c'est courbure. Je l'ai oublié. Quelque part dans mon esprit, l'énergie de courbure, elle est complètement négligeable. Donc je dis ça, mais je ne l'ai pas vérifié. En tout cas, moi, je n'en aurais pas mis. Donc je n'aurais pas mis de force de courbure dans cette histoire-là. Donc des paramètres ajustables, ils en ont pas mal à la fin. Ils n'en ont pas que 2, et ils en ont pas mal. Ils arrivent à avoir des formes qui sont assez différentes de ça, et qui ressemblent à celles que je vais vous montrer après. Thomas. Il n'y a pas une équation pour Rosset ? Si, il y a une équation pour Rosset. Elle a la même forme que ça, avec une autre fonction, et c'est comme ça qu'ils calculent ces courbes-là. Donc voilà un peu ce que permet de faire ces méthodes de champ de phase. Ce n'est pas le seul à l'avoir fait. Comme je vous disais la dernière fois, il y a un livre entier qui a été écrit là-dessus par quelqu'un qui s'appelle Aronson. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer d'autres approches théoriques du même problème. Et la première dont je veux parler, c'est une étude théorique sur une cellule confinée entre 2 plans. Je ne vais pas vous faire de dessin au tableau parce que mes compétences graphiques sont assez faibles. Je vais vous montrer la géométrie sur la figure de l'article. Donc voilà les 2 plans qui sont 2 surfaces parallèles. Vous imaginez 2 lames parallèles dans lesquelles on écrase la cellule. Et puis, par au-dessus, on voit la forme de la cellule. Alors ça élimine le problème que
la cellule que j'ai considérée là, elle est à 2 dimensions sans le dire, et comme on en a discuté au cours d'avant, peut-être que le fait qu'elle soit à peu près à 2 dimensions, ça pourrait avoir une incidence qui n'est pas tout à fait négligeable. Dans ce cas-là, on considère que la cellule est vraiment écrasée entre les deux plans et qu'elle va avancer écrasée entre les deux plans. Alors, comment est-ce qu'ils font avancer la cellule? Ils disent qu'il y a une force active, qu'ils ont indiquée ici par F active, et puis, pareil que tout à l'heure, la force active est appliquée sur la surface, sur le bord de la cellule. Donc il y a une région ici, au bord, qu'ils appellent le bord, et la force active n'agit que sur le bord. Alors, je n'ai pas indiqué qui avait fait ça. Ça, c'est un travail théorique qui a été fait par Ido Lavie. Ido Lavie, il a travaillé avec 2 personnes qui sont co-auteurs de cet article dont j'ai parlé plusieurs fois. Une, c'est Jaume Casadmunt à Barcelone, et l'autre, c'est Raphaël Voiturier, qui est souvent caché dans les articles que je vous ai montrés jusque-là et qui apparaîtra très, très explicitement dans le cours suivant. Donc voilà leur idée. Et puis cette force actine, elle est régulée. Elle est régulée par un composé auquel ils ne donnent pas de nom, dont ils appellent C la concentration. Donc il y a un régulateur de concentration C. Ça veut dire que la force actine dépend de C. Et puis ce régulateur, il est soluble dans la cellule. Et puis il s'accroche aux 2 surfaces. Donc c'est ce qui est schématisé ici. Là, vous avez le régulateur qui est dissous à l'intérieur de la cellule, et là, vous avez une fraction du régulateur qui est accroché sur les 2 surfaces. La fraction qui est accrochée, il l'appelle petit a. Alors, ils introduisent cette quantité. En fait, elle ne joue aucun rôle. Ils arrivent à l'absorber dans un autre paramètre. Il ne faut pas que A soit égal à 0. C'est la seule chose dont on a besoin. Tout le reste, qualitativement, ne dépend pas de cette valeur de A. Alors, après, il faut écrire 2 types d'équations. Il faut écrire un équilibre des forces dans la cellule. Ce qu'ils font, c'est très simple. Ils considèrent que le cytoplasme est un fluide et que la viscosité est négligeable. C'est-à-dire que la seule chose qu'il y a, c'est une mobilité à l'intérieur de la cellule ou un coefficient de friction à l'intérieur de la cellule. Donc ils vont écrire que moins gradient P égale xi V, où xi, c'est un coefficient de friction. Cette fois, ce n'est pas un coefficient de friction par unité de ligne, c'est un vrai coefficient de friction, c'est la friction sur les surfaces. On peut faire un modèle de Poiseuil et vous aurez une valeur de ce coefficient de friction en fonction de la viscosité. Il n'y a pas besoin de faire ça. Et on va utiliser ce xi-là comme un paramètre du problème. Il considère que le cytoplasme est incompressible, ça veut dire que la divergence de la vitesse est égale à 0. Puis après, il faut écrire la condition aux limites sur la force au bord. En gros, si j'ai un problème à 2 dimensions sans force active, il y a une pression à l'extérieur, il y a une pression externe à l'extérieur,
Et la condition limite, c'est la loi de Laplace, c'est que la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur, c'est la tension de surface divisée par la courbure. Donc on va écrire que P je vais mettre P0, où P0 c'est la pression externe, plus gamma fois H, gamma fois la courbure. Et puis il faut rajouter la force active. Donc la force active, elle va être le long de la normale. Et donc il rajoute la force active ici. La force active va pousser l'interface. Donc c'est P plus F actif. Ils prennent une normalisation où la force active elle est définie sur toute l'épaisseur. Donc si je veux écrire une équation locale, il faut qu'ici que je mette F active divisé par H. Donc le seul endroit où intervient l'activité qui va créer le mouvement, c'est à cet endroit-là. Il y a une force en plus de la pression qui pousse vers l'extérieur et qui fait avancer la cellule. Puis après, ils écrivent des équations de conservation pour le régulateur. Alors, il y a une équation de diffusion-convection, donc dC sur dt, plus un terme de convection, plus V, scalaire gradient C. Alors, je ne mets pas divergence de CV, parce que la divergence de V est égale à 0, donc c'est vraiment le flux, ça. Mais si on revient à ce dessin-là, il y a une partie des molécules qui est accrochée à la paroi. Celles-là, elles diffusent, mais elles ne sont pas transportées par l'écoulement. Donc il y a un facteur 1 moins A ici. Et puis après, les molécules diffusent. Donc plus égale D gradient carré C. Ça, c'est l'équation de conservation en volume. Il faut écrire une équation à la surface. L'équation à la surface est la même que celle que je discutais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flux qui rentre et qui sort de la cellule. Alors le flux au bord, c'est moins D gradient C. Ça, c'est le flux diffusif. Il y a un flux convectif qui est plus 1 moins A CV. Ça, c'est le flux convectif. Alors, il faut que je mette V scalaire N. Il faut mettre scalaire N à chaque fois. C'est le flux normal qui doit s'annuler. Puis, il faut que ça soit égal à la vitesse de l'interface localement, parce que si ce n'était pas égal à la vitesse de l'interface localement, il y aurait un flux qui sortirait si les molécules ont un flux plus grand, il y aurait un flux qui rentrerait si le flux était plus vite. Donc ça, c'est simplement C. Donc cette équation, elle ressemble à celle-là, sauf que cette fois, je n'ai pas de champ de phase. Ici, j'ai une équation d'équilibre des forces qui est écrite à l'intérieur de la cellule. Ça va me fixer un champ de vitesse à l'intérieur de la cellule. Et puis, j'ai une condition limite avec une force qui agit sur la surface. Et cette force qui agit sur la surface, elle n'est pas très différente de ces forces de protrusion qui sont ici. Alors après, il faut choisir une forme de la force active. Il faut que je regarde le signe. C'est moins bêta, donc F active dC, c'est moins bêta C sur C plus une valeur de saturation. Ça, c'est une forme de Michaelis-Menten. Si C est petit, la force augmente linéairement avec C. Si C devient grand, la force sature et devient constante.
Et bêta peut être positif ou négatif. Ils font la chose explicitement avec bêta positif et ils disent que si bêta est négatif, c'est à peu près la même chose. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de regarder les nombres de paramètres sans dimension. C'est-à-dire le nombre de paramètres qu'on va vraiment pouvoir varier dans ce problème-là. Il y en a 3. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une échelle de concentration, c'est cette concentration de saturation ici, qu'ils appellent CS, mais il y a une deuxième concentration, qui est le nombre total, qui est défini par le nombre moyen de régulateurs qui est à l'intérieur de la cellule. Et c'est ça qui est leur paramètre de contrôle. Donc ce C0, qui est la densité moyenne des régulateurs, c'est quelque chose qui est fixé. Évidemment, si j'ai deux concentrations, je peux normaliser toutes les concentrations par C0. Donc au lieu d'utiliser C, je vais utiliser C sur C0. C'est ça la variable qu'ils utilisent. Et puis j'ai un nombre sans dimension qui est simplement la concentration de saturation divisée par C0. CS bar. Donc voilà pour ce CS-là. Après, j'ai ce coefficient bêta. Donc j'ai un paramètre sans dimension associé à bêta. Alors ils définissent un paramètre qu'ils appellent qui. C'est bêta, facteur de CS bar sur 1 plus CS bar au carré. Vous allez me dire, c'est tordu ça. En fait, c'est simple. Ils ont calculé la dérivée de la force active par rapport à C et ils ont normalisé la concentration par C0. Donc ça, c'est en gros dF active pour C égale C0. Et c'est comme ça qu'ils mesurent l'activité qui crée le mouvement de la cellule. Puis il y en a un troisième qui est la tension de surface, gamma égale xi d R0 gamma membrane, où R0, c'est le rayon initial de la cellule, c'est-à-dire que l'aire de la cellule, c'est pi R0 carré, et comme la divergence de V est égale à 0, l'aire de la cellule est fixée dans ce modèle. Ceci fait, ils font deux choses. Ils étudient la stabilité linéaire, donc ils partent d'une cellule circulaire et ils regardent si la cellule circulaire est stable en mettant une perturbation. Puis après, ils se placent au-delà du seuil d'instabilité et ils regardent la forme et la vitesse de la cellule. Alors, la stabilité linéaire, je retrouve mon... là. Vous avez un diagramme ici, donc vous avez cette variable qui va dans cette direction-là. Ici, vous avez ce que j'ai appelé CS bar, qui est CS sur C0. Et puis, il y a un troisième nombre sans dimension, qui est ce nombre gamma. Ils ont fait gamma égale 1. On peut faire A égale 1, ça ne change rien. A, ça se rajoute soit là, j'ai un peu oublié. Mais le paramètre A, il ne joue aucun rôle, à condition de ne pas être égal à 0. Donc dans ce plan-là,
vous avez des bifurcations. Donc il y a une bifurcation à ce point-là, quand CS est égal à... quand C bar S est égal à 2, quand C bar S est égal à 1, à 0,1, la bifurcation est ici. Dans les variables sans dimension, et c'est pour ça qu'ils ont utilisé qui, la bifurcation elle se produit à qui égale 1. Il y a une petite subtilité, c'est que la bifurcation, elle peut être supercritique, ça veut dire qu'elle peut être continue, ou elle peut être sous-critique, ça veut dire qu'elle peut être discontinue. Dans la région brune ici, elle est sous-critique, ça veut dire qu'elle est discontinue. Dans cette région-là, c'est une bifurcation continue. Donc au-delà de cette bifurcation-là, la cellule bouge, la cellule n'est plus un cercle, elle se déforme, et ils étudient le mouvement dans un état stationnaire. Alors, il s'avère qu'il y a une simplification que je n'aurais pas trouvée tout seul, mais qui s'explique et qui est montrée de façon imparable dans l'article, c'est qu'on peut résoudre exactement le champ de vitesse, et on trouve que le champ de vitesse, il est constant. Ça veut dire que la cellule se déplace à une vitesse constante, mais tous les points à l'intérieur de la cellule se déplacent à la même vitesse. Alors ça, c'est associé au fait qu'ils ont pris cette relation-là et qu'ils n'ont pas mis de viscosité. Le Laplacien de la pression est égal à 0. C'est ce que je disais il y a 2 cours. Si le Laplacien de la pression est égal à 0, il y a des méthodes très fortes pour étudier les choses. Et on montre que la vitesse est égale à la vitesse du centre de maths en tout point. C'est rigoureux, c'est mathématique. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'écoulement comme il y avait un écoulement rétrograde. La seule chose qui se passe, c'est qu'on transporte la cellule à vitesse constante dans ce modèle. Donc il est clairement un peu simplifié, mais du fait qu'on a oublié la viscosité ici, la cellule se transporte à vitesse constante. Si la cellule se transporte à vitesse constante, on arrive aussi à résoudre cette équation-là. Et donc après, la seule chose qu'il faut résoudre, c'est la forme de l'interface. Ça a un gros intérêt, c'est qu'on ne résout pas, comme tout à l'heure, 3 équations à 2 variables, t et la position. On n'a plus qu'une équation dans un état stationnaire qui est une équation différentielle classique. Là, pour le coup, l'étude numérique n'est pas infiniment compliquée. Alors, je vais vous montrer les formes qu'ils trouvent. Donc, si vous vous placez ici, vous variez à CS égale 2. Ça, c'est quand on est juste au seuil. La forme est circulaire et la forme se déforme, la forme change, et on arrive à une forme comme ça, qui ressemble assez aux formes de kératocytes. Et j'insiste sur le fait que, pour le coup, il n'y a pas de calcul numérique très lourd dans ce calcul-là. C'est plus subtil. Donc, pardon. Il y en a une qui est ici et une qui est là. Donc, ces deux-là, c'est ces 2 points-là. Ces deux-là, c'est ces 2 points-là. Ça, c'est le point à grande vitesse. Ça, c'est le point à petite vitesse. Ici, vous avez celui-là. Et puis ici, vous avez celui-là. Donc il y a une forme qui devient plus ou moins une forme, pas tout à fait en canoë comme j'ai dessiné tout à l'heure, mais qui ressemble à des formes de cellules. C'est plus subtil si vous prenez des faibles valeurs de CS, parce que si vous vous placez à ce point-là et que vous tracez une verticale, la courbe revient sur elle-même et il y a 2 vitesses possibles. Du fait que la bifurcation est différente, on a 2 états possibles de la cellule. Donc, tant qu'on est à faible vitesse, on a une seule forme, et puis on a 2 formes possibles si on augmente l'activité. A priori, on n'a pas de critère de choix. Quelle est la vitesse qui va être choisie pour un ensemble de paramètres donnés? Donc, à part cette subtilité-là, on a une théorie qui est relativement simple. Il y a quand même un truc qui n'est pas tout à fait simple à comprendre, c'est quand est-ce qu'on a le droit d'écrire que la force active agit uniquement sur l'interface. Le cytosquelette qui est actif, il est à l'intérieur de la cellule. La polymérisation, comme je disais, ce n'est pas vraiment une force. Donc, moyennant cette hypothèse-là, on arrive à retrouver des formes qui ressemblent aux formes cellulaires. Alors, il n'y a pas, je n'ai pas trouvé d'expérience précise en confiné.
j'ai souvenir d'un séminaire qu'avait fait Joseph Case où il essayait de regarder le mouvement de cellules dans des géométries confinées. J'ai passé beaucoup de temps à chercher, je ne les ai pas retrouvés. Mais la seule raison pour laquelle ils le font en confiné, c'est parce qu'ils sont conscients du fait que regarder simplement la projection, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Au moins, là, ils imposent H et il n'y a pas d'écoulement dans la direction transverse. Alors que si on autorise à la cellule de varier son épaisseur, il pourrait y avoir des écoulements dans la direction transverse aussi, qui sont complètement oubliés dans cette histoire-là. Et eux, c'est parfaitement légitime. Alors, ce que je veux faire, c'est, avant de rediscuter tout ça, c'est vous montrer une troisième approche théorique qui est... Oui, Pierre. Une question. Est-ce que la brisure de symétrie nécessite la déformation? Si on prend des paramètres où la cellule va rester un cercle tout le temps, gamma tend vers l'infini, ou je ne sais pas, est-ce qu'on a aussi la brisure de symétrie? Alors, qu'est-ce que tu appelles la brisure de symétrie? Est-ce qu'il y aurait un mouvement avec gamma infini avec un cercle? Voilà. Ils ne discutent pas ça, j'ai tendance à penser que non. Je pense qu'il y a toujours il va toujours y avoir au moins une petite déformation. Mais je n'ai pas de preuves et ils ne discutent absolument pas ce point-là. La question, c'était si est-ce qu'on peut prendre un cercle et est-ce qu'on peut répartir les molécules à l'intérieur de façon à ce que ça brise la symétrie? J'aurais tendance à dire qu'il va y avoir une force qui est anisotrope sur la surface et que ça déforme la cellule. C'est ça que j'aurais envie de dire. Parce qu'autrement, tu arriverais... c'est cette équation-là qui va imposer ça, je crois. Dès que tu as une force active, tu vas changer la courbure. Mais si je prends gamma tend vers l'infini? Si tu prends gamma infini, je ne sais pas. Est-ce que j'ai tendance à penser que non. Mais c'est purement mon intuition et elle peut être très fausse. Et donc j'ai une troisième approche qui est complètement différente et qui est encore plus générale que ces deux-là. Ça, c'est un article de quelqu'un... Alors, je vais appeler ça 3 arguments de symétrie. C'est un article de 2 Japonais pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui s'appelle Takao Ota, qui est un théoricien, et l'autre, c'est un expérimentateur qui s'appelle Masaki Sano, qui est quelqu'un qui a travaillé avec Albert Lipschaber pendant assez longtemps. Eux, ils ne s'inquiètent même pas trop de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Ce qu'ils veulent, c'est donner des arguments très très généraux qui pourraient conduire à la forme de la cellule. Et leurs arguments très très généraux, comme vous allez voir, c'est uniquement des arguments de symétrie. Alors, ils partent d'une cellule qui est circulaire. Elle a un rayon R0. Puis elle se déforme. Il y a un rayon R de θ et de T, où θ, c'est l'angle polaire. Puis ils font une chose qui est tout à fait naturelle. Ils disent ce R de θ et de T, on va le décomposer en mode de Fourier. Leur idée, c'est que quand on regarde les formes des cellules, l'impression qu'on a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de modes de Fourier. Et c'est un peu la même intuition que l'article que je vous ai montré la semaine dernière, qui disait finalement je prends 3 modes normaux et ça suffit pour décrire la forme de la cellule. Donc leur idée là, c'est de dire je vais garder les premiers modes de Fourier et puis je vais regarder comment peuvent varier les premiers modes de Fourier. Donc ils décomposent en modes de Fourier, R de θ et de T, c'est R0 plus somme sur n de Cn exponentielle INθ, où ce Cn, il dépend de T. Alors, une première chose, ce qui est ce que j'ai déjà dit une fois, c'est que le mode d'ordre 0,
il ne compte pas, parce que si je suppose que c'est incompressible, il est nul, sinon je peux toujours le mettre dans le R0. Donc le mode n égale 0, il n'a aucun effet physique. Le mode n égale 1, il n'a aussi aucun effet physique parce que c'est une translation de la cellule. Donc à prendre la cellule ici et la transporter à côté, donc ce n'est pas un vrai mouvement. Donc le premier mode qui va compter, c'est n égale 2. Maintenant, on va regarder le mode n égale 2. Si vous prenez un cercle plus le mode n égale 2 ici, donc n égale 2 et n égale moins 2, ce que ça va vous dire, c'est une déformation quadrupolaire. Donc la cellule va être un peu écrasée dans une direction, elle va être comme ça, et un peu dilatée dans l'autre direction. Ça veut dire que il y a une direction privilégiée, donc je vais appeler P ici, et le mode est symétrique, alors mon dessin est un peu désastreux, mais si je change P en moins P, ça ne change pas. Ce que ça veut dire, c'est que je peux définir à partir de ce mode-là un tenseur d'ordre 2. Alors, je vais vous l'écrire explicitement. C'est le tenseur quadrupolaire. S'appelle SIJ. Alors, il a une amplitude. L'amplitude, elle est donnée par le module de ce coefficient-là. Donc, c'est le module de C2. Et puis après, avec ce vecteur-là, je peux faire un seul tenseur. Ça, c'est PI, PJ. Puis je vais enlever la trace pour qu'il n'y ait pas de trace, pour que ça fasse un vrai mode quadrupolaire. Donc, c'est plus PI, PJ moins delta IJ sur 2. Donc ça, c'est un tenseur quadrupolaire classique. Là, j'ai pris le module de ce coefficient-là. Comme R est réel, le module de C2, c'est le même que le module de C-2. Puis il y a une phase, et la phase, c'est justement ce qui fixe l'orientation de P. Donc je peux définir un tenseur quadrupolaire comme ça. Puis ils disent, maintenant que je l'ai fait avec le tenseur d'ordre 2, je vais le faire avec le tenseur d'ordre 3. Donc ils disent, alors je ne vais pas vous l'écrire cette fois, mais ils définissent U, IJK, c'est un tenseur à 3 indices, qui est basé sur le coefficient C3 ici. Donc c'est module de C3 fois quelque chose. Ce que ça vous dit, c'est le mode d'ordre 3, ce n'est pas un mode comme ça, c'est quelque chose avec 3 lobes. Donc ça vous donnera la tendance de la cellule à se déformer sur 3 lobes. Puis ils disent, ça suffit, normalement, avec le mode d'ordre 2 et le mode d'ordre 3, je dois tout pouvoir décrire. Et après, le but du jeu, c'est de dire, je vais écrire les équations les plus générales qui respectent toutes les symétries les plus générales possibles pour ces deux tenseurs-là. Alors, je ne vais pas vous le faire pour les deux, je vais vous le faire pour celui-là, puis après, je vous montrerai les résultats. Alors, D SIJ sur DT. Alors, il y a un terme qui va être moins K2 SIJ. Ça, c'est un terme de relaxation. Par exemple, la tension de surface, elle va contribuer à ça. S'il n'y avait que la tension de surface, le mordre 2 relaxerait vers 0, et le taux avec lequel il relaxerait vers 0, c'est ce terme K2-là. Donc ça, c'est simple. Et après, ils disent, il faut que je mette là-dedans tous les tenseurs d'ordre 2 que je connais. Il y en a un qui est simple, c'est de prendre un tenseur comme ça, fait avec la vitesse de la cellule. En plus, on appelle ça B0. Ça, c'est plus ou moins la convection par la vitesse de la cellule de cette chose-là. Il n'y a pas de terme linéaire en V, parce que s'il y avait un terme linéaire en V, il y aurait un terme linéaire en P. Mais P, je dois pouvoir remplacer P par moins P. Donc le seul terme qui peut apparaître, c'est celui-là. Puis après, ils disent, quelque part, il faut quand même qu'il y ait des forces actives, parce que c'est les forces actives qui vont créer le mouvement. Donc ils disent, il y a un terme FIJ2, ça c'est les forces actives.
Puis après, il se pose la question, comment est-ce que je peux construire des forces actives avec la force que j'ai? Donc il y a une distribution de force à l'intérieur de la cellule. Comment, à partir de cette distribution de force, je peux construire un tenseur d'ordre 2 de trace nulle, puisque tout est de trace nulle ici. En fait, il y a une façon simple, c'est de calculer le dipôle de force à l'intérieur de la cellule. Si je connais la distribution de force, le dipôle de force, il a toutes les propriétés que je souhaite. Il a une trace nulle et il a la symétrie du tenseur d'ordre 2. Donc ils disent F et J, ça doit être proportionnel au dipôle de force. Alors ce qu'ils disent dans le texte de l'article, c'est qu'ils veulent des forces qui ne s'appliquent que sur la surface. Je ne crois même pas que ça soit nécessaire. C'est-à-dire, je pense que si les forces s'appliquent en volume, on peut tout aussi bien calculer le dipôle de force et mettre le dipôle de force ici. Après, ils écrivent une équation de décomposition pour le dipôle de force qui est un peu similaire à celle que j'ai écrite ici, où ils respectent les symétries du problème, en faisant attention que l'orientation du dipôle de force n'est pas forcément la même que l'orientation du terme quadrupolaire. Donc voilà une équation pour le terme d'ordre 2. Ils font la même chose avec le terme d'ordre 3. Je ne vais pas vous l'écrire parce que c'est un peu plus compliqué. Et puis ils disent, avec ça, je résous ces deux équations-là et je dois tout pouvoir calculer. Alors la première chose qu'on a envie de calculer, c'est la vitesse. La vitesse, c'est un vecteur. Et donc, il faut faire un vecteur avec un tenseur d'ordre 2 et un tenseur d'ordre 3. Il y a une seule façon de le faire, c'est de prendre le produit des deux. C'est-à-dire que la vitesse, V, elle est forcément du type somme sur J et K de U, I, J, K fois S, pardon, c'est SJK. Ça, c'est le seul vecteur que je peux faire avec un tenseur d'ordre 2 et un tenseur d'ordre 3. Et puis, il y a un coefficient, je ne sais pas comment il l'appelle, gamma. Et puis, ils résolvent ces tenseurs-là. Ils resomment le tenseur d'ordre 2 et le tenseur d'ordre 3. Ça, c'est la même chose que l'analyse en modes normaux de Mogilner. Et ils retrouvent la forme de la cellule. En fait, le terme qui compte pour la forme de la cellule, c'est celui-là, et le terme équivalent dans l'équation d'ordre 3. Donc il y a un terme en VI, VJ, VK, qui a un coefficient qu'ils appellent D0. Et ils cherchent les formes possibles, et ils trouvent en gros qu'il y a deux formes possibles. Il trouve cette forme-là, qui ressemble beaucoup à ma forme de canoë que je vous dessine depuis le début. Et puis, il trouve cette forme-là, et comme c'est des grands optimistes, ils disent, ben, ça correspond bien aux deux modèles de motilité que les gens étudient. Ça ressemble à un kératocyte, et ça ressemble à l'amide dictyostelium. Ils jouent même un peu plus, ils mettent du bruit, et ils mettent du bruit dans ce coefficient-là. Et quand ils mettent du bruit dans ce coefficient-là, ils peuvent regarder le mouvement d'une cellule donc, qui au départ ressemble à celle-là, un peu moins, le coefficient d'ordre 3 est un peu moins grand, et ils voient des mouvements comme ça, où la cellule se retourne, repart, etc., dont ils disent ça ressemble beaucoup au mouvement de Dicty. Ce que moi j'ai envie de retenir de ça, et c'est un peu pour ça que j'en ai parlé, c'est qu'ici, ils n'ont jamais parlé de force de protrusion, de polymérisation d'actine, de quoi que ce soit. Ils ont dit, je vais utiliser les symétries du problème et le fait que je n'utilise que des modes d'ordre petit parce que c'est ce que je vois expérimentalement. Et finalement, ils ne font pas tellement plus mal que les autres. Ce que j'en déduis, à contrario, c'est qu'il est assez peu probable qu'à partir des formes des cellules, on peut remonter aux paramètres du cytosquelette, à la polymérisation et à l'activité. Donc voilà un peu ce que j'ai trouvé sur les formes de cellules. Ce que je veux faire, c'est juste une discussion rapide
les problèmes que je vois avec ça. Un des problèmes que je vois, c'est qu'on est très loin de ce qu'on sait avec la biologie dans ces choses-là. C'est-à-dire que les gens utilisent un peu leur intuition et n'essayent pas trop de ramener ça à ce qu'on sait en biologie. Et chacun fait un peu l'hypothèse qui lui paraît raisonnable. Une deuxième question, c'est que tous ces travaux sont faits à 2 dimensions. On a déjà eu cette discussion quand j'ai discuté les fragments. C'est vrai que les cellules ont l'air assez plates et que quand on mesure l'épaisseur dans un kératocyte, à part si on va regarder ce qui se passe exactement au bout, on a l'impression que c'est bien plat. Ce qui a été dit était vrai, c'est-à-dire que s'il y a une toute petite perturbation, elle pourrait se propager et donner des effets qui pourraient être importants. Donc on n'est pas très sûr de pouvoir faire ça. Il y a très peu de travaux à 3 dimensions. Le dénommé Ido Lavi, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans sa thèse, a un calcul sur la motilité d'une cellule à 3 dimensions. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il a des méthodes numériques qui sont très, très sophistiquées pour faire ça. Après, une autre chose qui me choque, moi, c'est cette histoire de force de polymérisation sur la surface. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un moyen de justifier le fait que la polymérisation serait une force? Je me suis un peu pris la tête là-dessus. Je vais vous en proposer un dans un cas précis. Donc, je vais revenir au problème de champ de phase. Pour la question du champ de phase, la seule chose qu'on a étudiée, c'était l'interface à la fin. Et puis, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a une force de friction par unité de ligne de l'interface. Et j'ai écrit F friction égale moins que 6 fois V. Alors c'est ce qu'on a envie d'écrire, parce qu'on a envie d'écrire que la friction est proportionnelle à la vitesse et dans la direction opposée. Sauf que ça, c'est une friction par unité de ligne. La seule façon que j'ai trouvée, c'est de dire, ce qu'on sait, c'est que la friction, c'est la friction sur l'actine, et c'est relié à ce que j'avais appelé l'écoulement rétrograde. Ceci dit, si l'écoulement rétrograde est localisé au tout voisinage de la surface, c'est-à-dire que ma longueur de pénétration de l'écoulement que j'appelais lambda est toute petite, on pourrait dire finalement la surface, ce n'est pas l'épaisseur de la membrane, c'est l'épaisseur de la région où il y a l'écoulement rétrograde. Donc ça, moi j'aurais envie de l'écrire F friction égale moins que si, mais à 2 dimensions, fois la largeur sur laquelle il y a l'écoulement rétrograde, fois la vitesse. Et la friction à 2 dimensions, c'est quelque chose que je connais. Je sais, je vous ai montré un modèle de calcul de la friction à 2 dimensions. Qui plus est, maintenant, si je regarde la vitesse sur la paroi, elle a 2 composantes. Il y a la polymérisation ou la dépolymérisation, et puis il y a la vitesse de l'actine. Donc ce V-là, V actine plus la vitesse de polymérisation. La vitesse de polymérisation, elle est toujours perpendiculaire à la surface, donc c'est le long de la normale. Ce terme-là, c'est exactement le terme de friction que j'avais écrit pour l'écoulement rétrograde. Donc ce terme-là, on en comprend bien l'origine
l'origine physique. Il n'y a pas de friction associée à la polymérisation. Alors j'appelle ça de la polymérisation, ça peut être de la dépolymérisation que je peux considérer comme de la polymérisation négative. Mais là, j'ai rajouté une force, Vp fois n, qui en fait n'existe pas parce qu'il n'y a pas de friction associée à la dépolymérisation. Ceci dit, ce terme-là, quand j'ai écrit mon équilibre des forces, je vais écrire xi de d lambda facteur de V égale, j'avais tout un tas de forces, plus Fc plus Fp. Je pourrais supprimer ce terme-là en disant que c'est simplement xi de d lambda fois Vpn. Donc ce qu'ils appellent la force de polymérisation, c'est simplement le coefficient de friction fois la vitesse de polymérisation le long de la normale. Donc je pourrais ne pas écrire ces deux-là, faire passer ce terme-là de l'autre côté, et j'aurai l'équilibre des forces. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont derrière la tête. En tout cas, moi, ça me résout deux problèmes. C'est que ça me donne vraiment un mécanisme de polymérisation et de dépolymérisation, et il n'y a pas cette force associée à la polymérisation. Par contre, il y a une contrainte, c'est que la polymérisation, elle doit maintenir la cellule dans un état stationnaire. C'est-à-dire que si je somme la polarisation sur tout le bord, ça doit être égal à 0, parce qu'à chaque instant, la polymérisation, on ne peut pas rajouter et pas enlever de matériaux, parce que j'ai considéré que la masse était constante. Je ne sais pas si c'est vrai avec les forces qui sont écrites là. Donc si j'interprète ces forces comme la friction appliquée à la vitesse de polymérisation, je ne sais pas si cette contrainte-là est bien vérifiée. Et peut-être c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier explicitement. Ces problèmes-là n'existent pas avec la dernière approche, puisque j'ai écrit que des choses qui étaient macroscopiques. Ceci dit, là, je ne vous ai absolument pas dit d'où venait ce terme FIJ ici. Et donc ici, on a un problème plutôt d'interprétation microscopique des coefficients. Celui-là aussi n'est pas, pour moi, très transparent. Il s'avère que c'est lui qui change la forme. Donc voilà où j'en suis avec ces approches de calcul de forme de cellules. Les gens savent faire des choses. On a des approches mathématiques qui sont assez performantes. Comment on relie ça directement aux résultats expérimentaux est beaucoup moins transparent pour moi. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce problème-là. Ce que je veux faire dans la fin du cours, c'est changer complètement de problème et discuter la consommation d'énergie par les cellules qui avancent. Alors j'ai appelé ça efficacité du mouvement cellulaire. C'est grand 4. Alors, je ne connais pas beaucoup d'articles sur le sujet. Il s'avère que j'ai un peu travaillé là-dessus avec deux mathématiciens impliqués qui s'appellent Pierre Réchaud et Lev Truskinovsky. En 2014. Alors, vous allez voir que ce n'est pas anodin que ce soit des mathématiciens, parce que le modèle est assez mathématique, mais au moins il pose bien le problème et il permet de montrer un certain nombre de choses. Alors le modèle qui est un modèle qu'eux, ils ont utilisé très très en détail avant, c'est un modèle à une dimension de la motilité cellulaire.
Je vais faire un dessin de ma cellule à une dimension. Elle est sur un substrat. Elle a une longueur L. Et ce L-là va être supposé comme constant. Il y a une viscosité état. Il y a une friction que je vais appeler xi. C'est-à-dire qu'il y a une force de friction sur le substrat qui est moins que xi v. Et puis il y a une contrainte active. Taux, je vais appeler x cet axe-là, et taux peut dépendre de x. C'est ce que j'ai appelé moins zeta delta mu jusque-là. Taux peut dépendre de x, mais je sais que le cytosquelette d'actine est toujours contractile. Contractile, je vous ai dit, c'était zeta négatif, donc ça veut dire que ce taux-là, il a une seule contrainte, c'est qu'il est positif. Et puis, il y a un champ de vitesse, v de x. Et je ne vais même pas parler de polymérisation et de dépolymérisation. Je vous expliquerai dans une minute qu'une cellule comme ça, enfin, un modèle comme ça conduit à un mouvement. Ça conduit à un mouvement à la vitesse v, à la vitesse u, qui est une vitesse u, qui est la vitesse du centre de masse. Et je vais supposer que la cellule va vers la droite. C'est un modèle super simple. La question, c'est comment est-ce que je définis un rendement d'une cellule comme ça? Alors, je ne sais pas définir un rendement. Je ne sais pas définir un rendement parce qu'en mécanique, la façon dont on a envie de définir un rendement, c'est de dire si vous avez un processus, il va fournir un certain travail, un moteur moléculaire par exemple, il fournit un certain travail, et le rendement, c'est le travail mécanique qui est produit divisé par toute l'énergie que j'ai consommée. Mais là, la cellule, elle tire sur rien. Elle tire tellement sur rien qu'il n'y a pas de force au bout. Donc ici, la contrainte sigma est égale à 0. Donc elle ne produit pas de travail. Si elle ne produit pas de travail, le rendement est 0. Évidemment, je consomme de l'énergie parce qu'il faut que je maintienne la contrainte active, il faut que je maintienne tous les processus actifs dans la cellule. Donc je consomme de l'énergie et je ne fournis pas de travail. Alors il y a une méthode que mes deux collègues ici connaissaient, qui a été définie par un monsieur extrêmement connu et intéressant, qui est un mathématicien appliqué de Cambridge, qui s'appelle Lighthill. C'est un monsieur qui avait la chaire de Newton, donc un monsieur assez prestigieux, et qui a écrit des livres extrêmement pédagogiques, par exemple sur les transformés de Fourier. Si vous avez enseigné les transformés de Fourier, il y a un petit livre de Lighthill qui est extrêmement bien fait là-dessus. Ce qu'étudiait Lighthill, j'allais dire swimmer, c'est les nageurs. Et quand vous nagez, il y a le même problème parce que il faut consommer de l'énergie pour avancer. Je sais ce que ça veut dire. J'étais à la piscine hier, je suis sorti épuisé, mais je n'avais rien tiré. Donc pareil que la cellule, on consomme de l'énergie, mais on ne fournit pas de travail. Donc ce que définit Lighthill, c'est ce qu'il appelle la puissance fonctionnelle. Il dit, supposez que j'étudie une cellule comme ça, mais je peux même le faire à 2 dimensions. Je vais figer la forme, et puis je vais regarder l'énergie que ça me coûterait de tirer la cellule sur le substrat. Donc je prends la forme de la cellule, je la tire avec la même friction sur le substrat, à la même vitesse. Donc elle a la même forme, même vitesse, même friction. Et ce qu'il appelle la puissance fonctionnelle, c'est simplement xi fois la vitesse u2 fois l'air. Ça, c'est l'énergie
que je dissipe en appliquant une force ici qui ne déforme pas la cellule et en considérant que la cellule frotte avec la même friction partout sous son substrat. Donc ça me donne une échelle de puissance auquel je vais pouvoir comparer les énergies dissipées. Alors évidemment, dans mon problème à une dimension, je vais remplacer l'air par la longueur, mais c'est la seule chose que je vais faire. Puis je vais définir une efficacité du mouvement. Que je vais appeler grand lambda, alors qui est la puissance fonctionnelle, xi U2. Je vais mettre L parce que je vais le faire à une dimension, sur toute l'énergie dissipée. Je vais appeler W point l'énergie dissipée. Le point sur lequel je vais insister, c'est qu'il y a deux énergies dissipées dans ce jeu-là. Il y a une énergie mécanique dissipée. Je vais l'appeler active. Ça, c'est ce que je consomme avec la friction et avec la viscosité. Mais il y a aussi une énergie interne, intrinsèque à la cellule, qu'il faut que je maintienne la cellule en vie, autrement la cellule mourrait. Donc je vais mettre un W.0 ici. Et ça, c'est toute l'énergie qui est dissipée par la cellule. Et ce que je veux, c'est comparer ça à ce que ça me coûterait de bloquer la cellule dans sa configuration et de la tirer sur le même substrat. Donc c'est ça l'idée de Lightil. Alors, il faut que je vous en dise un tout petit peu plus sur mon modèle à une dimension. Alors, il y a une contrainte à l'intérieur de la cellule. Sigma. Alors, sigma, c'est la contrainte visqueuse, état dV sur dx. Ça, c'est la contrainte d'un fluide. Je considère que le cytosquelette est fluide. Il y a la contrainte active, taux de x. Et puis, il faut que je lui impose d'avoir la même longueur. Donc, je vais rajouter un multiplicateur de Lagrange en termes mathématiques, une pression en termes physiques qui va ramener la taille de la cellule à la longueur L. Donc, je mets un terme plus sigma 0 ici. Et puis, l'équation du mouvement, c'est d sigma sur dx égale xi. Ce que je prétends, c'est que ça suffit pour avoir un objet qui bouge. Ce modèle naïf suffit pour avoir un objet qui bouge, à condition que taux de x ne soit pas symétrique. Donc dès que ce taux de x n'est pas symétrique entre l'avant et l'arrière, j'ai brisé la symétrie. Si la symétrie est brisée, il y a une direction particulière. Le taux de x, c'est un processus actif, il fournit de l'énergie. Et donc, si c'est actif et qu'il y a une direction privilégiée, le système doit bouger. Donc il y a un mouvement spontané. Après, c'est un exercice très topinal parce que toutes ces équations sont linéaires. Donc on peut les résoudre exactement. C'est un peu lourdingue parce qu'il faut passer par la fonction de Green et écrire des produits de convolution. Mais on peut faire ça. On impose la condition limite ici. On impose que la longueur est constante. Donc ça permet de calculer le champ de vitesse. Après, vous calculez le champ de vitesse ici ou ici. Il doit être égaux parce que la longueur, c'est elle qui est fixée. Et ça donne la vitesse. Donc la seule condition pour qu'il y ait une vitesse spontanée, c'est que taux de x ne soit pas symétrique. C'est-à-dire que ce ne soit pas un truc qui soit symétrique par rapport au milieu. Alors, je ne vais pas vous écrire la formule parce qu'elle est un peu longue à écrire, elle n'a pas un grand intérêt, mais si vous savez ça, vous savez à peu près ce qu'il faut. Est-ce qu'on a... Pardon, il y a encore une autre contrainte. C'est qu'est-ce que c'est taux de x? C'est l'action des moteurs moléculaires.
Si je suis naïf, je dis taux de X il va être proportionnel à la densité de moteurs moléculaires. Et évidemment, les moteurs moléculaires, il y en a un nombre donné dans la cellule. Donc ce qu'il faut que j'impose, c'est que l'intégrale de la densité en moteur moléculaire est constante, ou que l'intégrale de taux est constante, puisque taux de X est proportionnel à la densité. Donc ce que je vais imposer, c'est que la valeur moyenne de taux de X, taux bar, égale 1 sur L, somme de 0 à L, taux de X dx, est constante. Évidemment, si j'autorise la cellule à fabriquer autant de moteurs moléculaires qu'elle veut, ça va être de plus en plus actif et la vitesse pourra être infinie et le rendement pourra être aussi grand que je veux. Donc il faut que j'impose que ça, c'est constant. Le problème qu'on a étudié, donc résoudre ce problème-là, ils ont écrit plein d'articles sur le sujet, vous pouvez les chercher. Ils vous montrent, on peut le résoudre simplement avec la polymérisation, avec la dépolymérisation, enfin tous les cas possibles, ils les ont regardés et ils travaillent très très proprement. Donc après, à partir de là, ça devient un exercice de mathématiques. Ce qu'on voulait voir, nous, c'est est-ce qu'il y a une distribution de taux de X qui est optimale? C'est-à-dire, est-ce que cette efficacité que j'ai définie comme ça, elle est optimale pour une distribution de taux de X. Donc une distribution de contraintes actives ou une façon de distribuer les moteurs dans la cellule de façon à maximiser cette efficacité. Par rapport à un taux de X. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qu'est la dissipation mécanique. W à point. Ce que je prétends, c'est que W à point, c'est moins de somme de dV sur dx Est-ce que ça vous paraît évident ou pas? Ça, c'est la puissance de la contrainte active. Alors, c'est assez facile à montrer. Je vais prendre cette équation-là et je vais la multiplier par la vitesse. Donc ça me dit que V et que si V2, c'est l'énergie qui est dissipée par la friction. Après, j'intègre ça de 0 à L. Ça, c'est la puissance dissipée par la friction, ça va très bien. Et ici, je vais intégrer par partie. Donc ça me donne... Alors il y a un terme tout intégré, mais la primitive de d sigma sur dx c'est sigma, et aux deux extrémités, sigma est égal à 0. Donc le terme tout intégré, il est égal à 0 à cause des conditions limites sur sigma, que je ne suis pas en train de tirer la cellule avec une force quelconque. Donc ça me fait moins somme de sigma égale somme alors j'ai écrit sigma, c'est taux que je voulais écrire ici, c'est la contrainte active. Puis après, je vais remplacer là-dedans sigma par sa valeur. Donc il y a un terme qui vient de eta, sigma c'est eta dv sur dx, donc il y a moins somme de 0 à L de dx eta dv sur dx au carré. Il y a un terme qui vient de taux. Sigma, c'est eta dv sur dx plus taux. Donc moins somme de 0 à L de taux. Et puis, il y a un troisième terme. Où est-ce qu'il est
qui vient de sigma 0. Mais le terme qui vient de sigma 0, ça va être sigma 0 fois l'intégrale de dv sur dx. L'intégrale de dv sur dx, c'est v de L moins v de 0. Et à cause du fait que j'ai imposé la longueur de la cellule, v de L est égal à v de 0. Et maintenant, si vous écrivez que ça, c'est égal à la somme de 0 à L de xi v2 dx, la dissipation, c'est ce terme-là plus ce terme-là, et c'est bien moins taux dv sur dx dx, qui est la puissance de la contrainte active. Donc la contrainte active injecte de l'énergie dans le système, et cette énergie, elle est dissipée par friction sur le substrat et par dissipation visqueuse. Alors une deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais introduire la même longueur que d'habitude, hein, qui est lambda égale racine de eta sur xi. Et puis je vais écrire la puissance W0 sans dimension. Donc je vais écrire que W.0 égale H fois un facteur de dimension fois taux 2 sur racine de xi eta. Donc taux bar, c'est la moyenne de taux que j'impose parce que j'impose le nombre de moteurs moléculaires, puis j'ai la friction et la viscosité ici. Maintenant, si je connais ça, je peux exprimer WA en fonction de la contrainte active. Ce terme-là, il est indépendant de la contrainte active. Je sais calculer la vitesse en fonction de la contrainte active. Je ne vous ai pas montré la formule, mais je vous ai dit que je savais le faire. Et après, il suffit que je minimise. Il faut que je prenne la dérivée. C'est une espèce de dérivée fonctionnelle, mais enfin, ça marche à peu près pareil. Et j'écris que la dérivée est égale à 0, et ça me donnera la distribution qui donne le maximum. Sauf qu'il y a des contraintes. Donc, il y a des contraintes. La première, c'est L égale constante. Mais j'ai introduit ce terme sigma 0 ici qui m'assure que L est égale à une constante. Ça, c'est une pression externe, je vois bien le sens physique. J'ai une deuxième contrainte qui est le nombre de moteurs est constant. Ça aussi, je peux introduire un multiplicateur de Lagrange. Et au lieu de minimiser eta par rapport à taux de x, je minimise eta moins le multiplicateur de Lagrange fois taux bar. Et je choisirai le multiplicateur de Lagrange pour imposer la valeur de taux bar que j'ai choisie. Et tout ira bien. Il y en a une troisième qui est bien plus vicieuse. La troisième, c'est je veux que la contrainte active elle soit contractile tout le temps. Donc la troisième, c'est que taux de x est positif. Donc ça, c'est classique. C'est ce que vous avez appris à l'école, c'est les multiplicateurs de Lagrange. La troisième, c'est que taux de x est positif. Ça, c'est beaucoup moins classique. Et j'avoue que ça ne vient pas de moi. Je ne savais absolument pas comment prendre en compte une contrainte du style taux de x positif. Mais eux, ils savaient. Il s'avère qu'il y a une procédure alors, qui ressemble beaucoup à celle des multiplicateurs de Lagrange, où on commence par introduire un multiplicateur de Lagrange qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas suivant le résultat, qui permet de prendre en compte non pas une contrainte qui est une égalité, mais une contrainte qui est une inégalité. Et c'est même relativement simple. C'est-à-dire que quand ils me l'ont expliqué, j'ai compris relativement vite. Alors, ça s'appelle la méthode de Kuhn-Tucker. Qui sont deux mathématiciens qui ont proposé la procédure, non pas pour prendre en compte une contrainte qui est une égalité, mais qui permet de prendre en compte une contrainte qui est une inégalité. Je ne vais pas vous dire comment on l'a fait, mais je vais vous montrer les résultats maintenant. Donc ce qui est tracé sur la slide de gauche ici, ce que j'appelle H double étoile, c'est le H que j'ai introduit. Ça, c'est en unité sans dimension l'énergie pour maintenir la cellule active. Et puis vous avez la valeur maximale de lambda pour chaque valeur de
cellule maintenue active. Donc, si H égale 0, la valeur est très grande, et puis la valeur diminue quand j'augmente le coût des processus qui sont actifs pour maintenir la cellule en vie. C'est normal, on consomme de l'énergie qui ne sert pas du tout à faire avancer la cellule. Une première chose, c'est que mon lambda, et c'est pour ça que je ne l'appelle pas un rendement, il est plus grand que 1. Ça veut dire que c'est plus efficace que de tirer la cellule. On consomme moins d'énergie en la faisant avancer qu'en la tirant. Et puis, ce qu'on obtient aussi, c'est le taux de x. Donc, vous voyez que taux est positif. En fait, taux est une taux de x, c'est un morceau de parabole. Donc, vous avez à gauche ici la distribution à ce point-là, ici la distribution à ce point-là. Ça, c'est un morceau de parabole, c'est 0 à l'avant. Si vous avez un morceau de parabole, c'est 0 à l'avant. Si H égale 0, c'est-à-dire si ça ne coûte rien, ou si l'énergie qui est nécessaire pour maintenir la cellule est très petite, on peut calculer la valeur de H. Donc, je vais l'écrire ici. Si H égale 0, le lambda optimal, c'est L sur 2 lambda cotangente hyperbolique de L sur 2 lambda moins 1. Si L est grande devant lambda, ça c'est la longueur associée à la friction. Donc si L est grande devant cette longueur de friction, en gros si la friction est très grande, c'est proportionnel à L. Donc les cellules qui sont les plus efficaces suivant ce critère-là, c'est les cellules qui sont grandes. Donc c'est les grandes cellules qui sont efficaces si L est grand. La deuxième limite simple, c'est qu'est-ce qui se passe dans la limite où je suis complètement à droite. C'est-à-dire si H, l'énergie intrinsèque dissipée dans la cellule est très grande. Donc, si je suis à droite de ce point-là, vous voyez que la courbe devient de moins en moins large, et si H tend vers l'infini, tous les moteurs sont concentrés à l'arrière. Donc si H est très grand, tous les moteurs sont concentrés à l'arrière. Ce que ça veut dire, ça, c'est que taux de x, c'est une fonction delta sur l'arrière de la cellule. Alors c'est là qu'on a envie de les trouver. Hein. On sait que la contractilité, elle se trouve à l'arrière. Elle est toujours plus ou moins à l'arrière. Et plus on doit consommer pour maintenir la cellule en activité, plus les moteurs se concentrent à l'arrière. C'est dans ce cas-là que la vitesse est maximale. Je vais vous écrire la vitesse maximale. C'est 1,5 de tau bar L sur eta. Donc la vitesse, le rendement, il est optimal quand je suis à H étoile égale 0, et il est proportionnel à la taille de la cellule. La vitesse, elle est maximale quand H étoile est infini, et la vitesse, c'est tau bar L sur eta fois 1,5. Je vais m'arrêter là. Ça me donne un rendement dans l'absolu. Après, il y a bien sûr une physique associée au moteur. Donc ce qu'on peut faire, c'est comparer la physique associée au moteur à ce rendement optimal qu'on a mis là. J'avais une partie là-dessus que j'ai un peu dépassée, donc je vais m'arrêter là. Mais je voulais vous parler de ça. Je crois que c'est un problème important, cette histoire de consommation d'énergie par la cellule. J'avoue que je ne sais le faire que dans ce cas-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être creusé beaucoup. Voilà, je vous remercie. La semaine prochaine, je parlerai de mouvement de cellules à 3 dimensions.